Aujourd'hui et ce matin, nous allons passer de l'analyse à une espèce d'opérationnalité avec du positif sur les mécanismes de prévention qui vont être présentés par les 4 personnes qui m'accompagnent. Moi-même, je suis Gilles Amado, docteur en psychologie, chercheur associé au CRTD du CNAM. Je suis professeur émérite de psychosociologie des organisations à HEC aussi, et j'ai été psychothérapeute pendant une douzaine d'années dans un CMPP. J'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde et je vais vous présenter les personnes qui sont ici présentes, après quoi nous aurons une petite capsule vidéo assez prenante. Alors, Mathilde Icard, qui est à mes côtés, qui est présidente de l'association des DRH des grandes collectivités, directrice générale finalement du service au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, et qui a mené différentes recherches-actions à la ville de Lille et au centre de gestion du Nord. Elle va nous en parler dans un instant. À ses côtés, Pascal Levet, qui est professeur associé de gestion à l'IAE Lyon, je crois, directrice du Nouvel Institut et présidente de la commission du Conseil d'orientation des conditions de travail. Vous abordez, c'est pas exactement ça. Sur une. Ah, oui, je l'avais un peu élargi ses prérogatives. Voilà, donc à travers la loupe du cancer du sein, je crois qu'elle va évoquer les problèmes de la désinsertion professionnelle avec l'appui de la GEFIP et d'autres institutions. Noël Lannes, qui est médecin du travail, n'a pas voulu m'en dire plus véritablement sur son parcours. Je crois qu'elle garde secret les autres informations qu'elle va diffuser. Elle a beaucoup à dire et elle va évoquer des réussites, surtout quelques réussites spectaculaires, semble-t-il, à travers une intervention que vous appelez la Rolls, c'est-à-dire c'est une intervention que vous avez menée dans des conditions que vous considérez comme exceptionnelles, luxueuses, voilà, et qui a bien marché. Donc deux expériences qui ont bien marché. Après quoi, Dominique Barada, qui elle est chargée de mission ergonome à l'ARACT, la Nouvelle-Aquitaine, et travaille depuis plus de 20 ans sur les questions de maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques. Elle évoquera le problème de la santé des dirigeants dans les petites entreprises et leur maintien donc dans l'activité. Et elle s'efforcera de montrer comment on peut mettre en place des modes de régulation pour accompagner les dirigeants. Voilà, alors comme on a pris un peu de retard, peut-être on va passer directement à la présentation de cette petite capsule vidéo qui dure 8 minutes. C'est bon là. Je me suis rendu compte, en commençant à mettre des mots pour moi-même par écrit, que la poche de souffrance, elle est encore là, intacte, en fait, plus de 2 ans après. Les larmes, elles sont pas réussies à sortir, et pourtant, Dieu sait que je me fais accompagner, que je travaille sur moi. Mais en tout cas, dès que j'ai commencé à le mettre par écrit, là, les larmes, elles ont commencé à sortir. C'est décapant de retraverser ça, très fragilisant. Et en même temps, je me dis, si enfin ça peut commencer à sortir, alors il y a peut-être un chemin de guérison qui commence là pour moi. Dans cette équipe, je m'y suis sentie bien immédiatement, en fait. J'ai la chance d'avoir des collègues de grande qualité humaine. Alors, moi, tous les matins, je me levais avec le sens enfin, cette chance d'aller au bout, d'un boulot qui fait sens, vraiment. La charge de travail, elle était énorme dès le début, mais elle s'est intensifiée progressivement, en fait, parce que pour l'instant, voilà, la collectivité n'a qu'un mot à la bouche, c'est réduction des effectifs.
ça ne vient même pas à l'esprit de dire non, non, on travaille plus, on veut plus travailler comme ça. Bon, et moi, j'étais bien consciente que je me détruisais en fait, mais voilà, je continuais à avancer en me disant, bah, je continue jusqu'à ce que je craque, quoi. Tant que je craque pas, je continue. Et je suppose que bah, il y a un matin, mon corps n'a juste pas pu suivre en fait. C'est-à-dire que le mental n'avait plus le contrôle sur mon corps et là, la question, elle se pose même plus en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la question de est-ce que j'y vais, est-ce que je continue à me détruire, c'est que le corps ne peut pas en fait, le corps ne peut plus. La machine est vide quoi. Je voyais bien que je me mettais en danger, que je m'abîmais, mais l'impact était trop lourd. Je voulais pas lâcher ce poste-là, tellement j'étais heureuse d'avoir pu décrocher ce poste. J'avais trop peur que l'arrêt dure longtemps si je m'arrêtais, en fait. Parce que je sentais bien que j'étais allée tellement loin qu'il risquait de durer très longtemps. Et, et donc, quelque part, j'ai voulu reculer ça au maximum, en fait. Comme on aimait notre travail, il y avait aussi la fierté ben, voilà, d'y arriver et de faire un super boulot. Si je me souviens bien, je crois que les premières semaines de mon arrêt, j'étais juste, je crois, anéantie. Bon, et après, très rapidement, quelque part, j'ai été dans mon mécanisme habituel de travailler sur moi. Après tout, je ne sais pas si je vais récupérer. Je ne sais pas ce que je vais récupérer et si je vais récupérer. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, que d'énergie, que de temps gaspillé si jamais je ne récupérais pas. J'ai arrêté de croire que le travail sur moi est la seule solution, la seule issue de secours à ce que je suis en train de vivre. Pour moi, c'est compliqué à gérer de rester en contact avec mes collègues alors que j'ai quitté le navire, parce que j'éprouve de la culpabilité d'avoir quitté le navire. Du coup, c'est moi qui ne donne pas beaucoup signe de vie. Je donne signe de vie de temps en temps, quand je m'en sens en capacité de le faire. Quand c'est pour dire que je me sens toujours aussi mal, que je me sens toujours aussi incapable de reprendre le travail, j'ai trop peur de leur déception de se dire une fois de plus l'arrêt est prolongé, quelle honte à chaque fois de dire, enfin, à chaque fois que je vais voir mon médecin à la fin d'une période d'arrêt, quelle honte à chaque fois d'aller voir le médecin de dire que je me sens toujours aussi mal, quelle honte d'aller ensuite d'envoyer le mail à ma chef. Moi, je me dis que si mes collègues me voient en train de sourire et de rire, ou juste d'être en train de marcher, je vais tellement donner la sensation de elle se la coule douce. Pendant que nous, on est en train de trimer comme des malades. Bon. Peut-être qu'elle ne penserait pas ça du tout, j'en sais rien, mais j'ai peine à croire que. Pendant la première année de mon arrêt, j'avais qu'un objectif en tête, c'était pouvoir reprendre ce travail-là tellement j'y tenais. Là, au bout de plus de 2 ans, je suis consciente que je ne peux plus reprendre ce travail-là. Le rythme, la pression sont ingérables pour moi par rapport à ma résistance. Et depuis quelques jours, j'en suis arrivée à me dire, je ne veux plus reprendre ce travail-là. C'est pas juste une incapacité, je ne veux plus m'infliger ça. Voilà. Mais la réponse donc des RH, ça a été, on n'entame pas de réflexion avec les personnes tant qu'elles ne sont pas aptes à reprendre le travail. Ben, je trouve ça navrant en fait parce que en même temps je comprends si elles sont c'est des collègues qui sont peut-être comme nous en surcharge de travail, donc je comprends qu'elles n'aient pas envie de perdre du temps et de l'énergie à entamer une réflexion avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas en capacité de reprendre. Euh, Sauf que j'ai l'impression que c'est contre-productif. Si ça tombe, si cette réflexion avait eu lieu, si un poste m'avait été proposé à un moment où j'ai trouvé un léger mieux, peut-être que
voilà, peut-être que ça aurait fait jaillir des forces vives, des forces neuves. Vous me donnez l'occasion d'une parole au milieu du silence, quelque part, au milieu du silence de l'arrêt. Euh, vous donnez la voix aux sans-voix, quelque part. Parce que forcément, l'exclusion là, et l'isolement fait on devient une personne silencieuse. Voilà cette petite capsule assez émouvante. Mathilde, c'est peut-être un peu délicat d'enchaîner directement, mais peut-être que vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Déjà, ce que je vois, c'est que ça procure de l'émotion et que je pense que vous retrouvez des parcours que vous avez pu croiser ou même vos propres parcours. Ce travail, il a été fait grâce à l'ensemble des agents qui font partie des groupes qui ont été animés dans le cadre de la recherche-action avec Dominique Thuillier et Laure Hélène qui interviendra en fin de journée, avec aussi des photographes, puisque ça a fait partie justement de ce travail de pouvoir, enfin moi ce que je souhaitais, c'était de pouvoir montrer autrement avec un apport aussi artistique. Vous avez vu des personnes qui ont décidé, pendant leur arrêt, d'ouvrir leur porte à une photographe et de montrer sous forme de portrait fragmenté, puisque c'est le nom de l'exposition qui est aussi accessible, que vous pouvez nous demander, montrer leur vie derrière toutes ces photos, tous ces portraits. Il y a plein de choses qui peuvent être parlées, c'est pas le lieu ici. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est la voix qui permet d'incarner. Moi, pendant de nombreuses années, enfin depuis toujours, en fait, je suis engagée sur ces questions-là de prévention de la désinsertion, du lien entre la santé et le travail. Mais évidemment, ce que je dis et ce que dit cette personne, ça n'a pas la même force. Je peux raconter plein de choses. On ne m'écoutera jamais de la même façon que cette personne, parce que justement, il faut remettre les agents, pour ce qui nous concerne, les personnes au cœur du sujet. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais après, j'enchaîne. Alors, je vous pique votre montre, c'est gentil. J'ai 10 minutes 5 minutes. Oh là là, incroyable. Et les questions après, à la fin. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Alors, une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la fonction publique aujourd'hui ici ? Ok. Alors, je pourrais poser une autre question d'ailleurs. Qui travaille dans le service public ? Parce que, voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je pose ces deux questions. Donc nous sommes collègues tous. Je peux peut-être commencer par resituer pour tout le monde le cadre de la fonction publique territoriale, qui ressemble évidemment aux autres versants de la fonction publique. Je rappelle que pour ceux qui savent, bon, ça va faire un peu redite, mais que la fonction publique territoriale, c'est une fonction publique avec des métiers très exposés,
en lien avec le public, la population. C'est environ plus de 70% des personnes qui travaillent sur des emplois dits catégorisés, c'est-à-dire des emplois d'exécution, mais qui ont aussi de fortes responsabilités, qui sont toujours en lien avec le public. C'est aussi le versant de la fonction publique qui est la plus âgée, avec des départs massifs à la retraite dans les 5 prochaines années, puisqu'un tiers des personnels vont pouvoir, si le cadre de la retraite n'évolue pas, partir rapidement à la retraite, avec des enjeux de GPEC importants. Et un rapport sur la santé au travail qui a été axé pendant de très nombreuses années et encore aujourd'hui autour de questions d'expertise, au sens où la santé au travail est plutôt une affaire d'experts, progressivement une affaire aussi des RH, mais c'est tout. L'enjeu du manager ou de la manageuse responsable des conditions de travail, on en est encore un petit peu loin pour plein de raisons. Je pense par exemple au fait, un exemple, les documents uniques qui sont très axés techniques. Alors peut-être que dans d'autres sphères c'est la même chose, mais on a peu en fait saisi ces questions-là, et pourtant par contre au niveau sur le terrain plein d'expériences qui permettent de montrer que les encadrants de proximité sont sensibles à ces sujets. C'est plus au sens de l'organisation globale qui n'intègre pas encore la question de la santé au travail totalement. Toute cette intervention est publique aussi, c'est ça? Oui, enfin ça va être relayé. Oui, ok, non mais j'assume mes propos. Alors, un avantage pour l'instant, c'est qu'on est encore en termes de dialogue social avec un système que connaissent plus les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de CSE, ça va arriver l'année prochaine. On a encore des CHSCT et ça reste une instance dans les collectivités qui est une instance constructive où les représentants de l'employeur et du personnel arrivent à mettre de côté leur casquette plus politique qu'ils ont dans d'autres instances sur les questions d'organisation du travail. Donc il y a un dialogue social et des instances qui jusqu'à présent sont assez constructifs sur ces questions. C'est d'ailleurs un enjeu pour nous avec les futures élections professionnelles et l'installation des CST, puisque nous, ils sont territoriaux, de pouvoir toujours garder ces lieux féconds de dialogue social et d'approche collective en matière de santé au travail, et de peut-être tirer les conséquences de la réforme qu'a connue le secteur privé il y a quelques années maintenant. L'autre spécificité, mais comme vous êtes dans le service public, vous le connaissez aussi, mais je pense que ça génère des effets importants, c'est que les agents et agentes, quand elles sont en arrêt, elles restent payées par l'employeur. Alors payées d'une façon ou d'une autre, enfin à un niveau ou à un autre, mais elles restent prises en charge par l'employeur. Elles ne sont pas sorties et gérées par une autre instance ou un autre dispositif. C'est pas parce qu'on les paye que par contre on s'en occupe pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui c'est compliqué de s'autoriser à, par exemple, garder le lien avec une personne en arrêt. Je pense que Pascal pourra y revenir aussi. C'est un sujet, moi, que j'ai abordé il y a très longtemps et qui pose sûrement plein de problèmes du point de vue des différents acteurs, mais qui a du mal encore à avancer. Et c'est une des vertus de aussi bien la recherche action qui a été conduite avec le CNAM sur la santé mentale que le travail qu'on a pu conduire avec le nouvel institut sur cancer du sein et travail, c'est de pouvoir remettre les personnes au cœur du dispositif, croiser les points de vue, alors avec des méthodes différentes. Et je pense que Pascal, enfin si vous en êtes d'accord, vous allez présenter la méthode, voilà. Donc je pourrais rebondir ensuite et je peux vous présenter, c'est là où je vous fais un clin d'œil, le travail
qu'on a conduit avec le CNAM, l'établissement public de santé mentale et l'université de Lille et bien sûr toute une série d'acteurs. Si on rembobine, il y a à peu près 3 ans et demi, dans le cadre de l'établissement que je dirige, il y a une fonction qui est importante pour l'ensemble des agents, qui est celle de pouvoir instruire les dossiers de longue maladie. Tous les agents, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, tous les agents du Nord, donc les 27 000 agents du Nord, lorsqu'ils sont traversés par une période de maladie, vont voir leur situation examinée par une instance qui s'appelait le comité médical ou la commission de réforme, voir leur situation examinée dans ce cadre-là. À ce moment-là, il y a un constat qui est fait par les médecins de 40% des personnes en arrêt long qui le sont pour une cause dite psychiatrique. 40%, alors vous qui êtes professionnel, ça peut-être que ça vous étonne pas, mais nous déjà le fait de l'objectiver, ça permettait aussi de se saisir de la question et de se dire que on pouvait pas ne pas en tenir compte et il fallait qu'on puisse avancer avec une spécificité pour nous, mais que certains connaissent peut-être aussi dans leur travail, qui est que nous, on pilote moi, je suis en charge d'un établissement qui travaille pour le compte des collectivités. C'est-à-dire que toutes les collectivités de moins de 350 agents cotisent au sein de cet établissement pour que nous soyons leur plateforme RH. Mais nous ne sommes pas employeurs directement. Je pourrais y revenir aussi, puisque les travaux qu'on avait pu conduire auparavant avec Dominique Huillet, Anne-Marie Vasseur et Malika Littim quand j'étais à la ville de Lille, et donc du point de vue de l'employeur, était pour ça peut-être un peu plus simple aussi, puisque là, on a avec nous l'ensemble potentiellement des employeurs, mais moi, je n'ai pas l'autorité directe pour agir auprès des systèmes de travail dans ces collectivités. Donc 40% d'arrêts, des collectivités qui sont justement en ce qu'on appelle auto-assurance, donc qui prennent en charge les arrêts. Un problème aussi peut-être pour les collectivités qui sont plus petites, qui est que c'est pas vraiment un problème, mais un biais également qui est que quand on est dans une petite collectivité, qu'on est maire, en fait, on s'assure sur l'absence de ces personnels, et donc si j'ai 2 ou 3 personnes absentes, j'active en fait une assurance qui me permet de pallier ce manque-là, et je récupère de l'argent pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment d'enjeu à me saisir de la question de la désinsertion. Et puis aussi d'un point de vue macro, aucun levier d'encouragement pour mettre en place des politiques de prévention, c'est-à-dire que j'ai, à part peut-être une sanction politique dans le cadre des élections ou une sanction économique, mais personne ne va me sanctionner ou m'encourager à avoir des politiques positives en matière de prévention. Il n'y a pas, par exemple, de système de bonus-malus comme il peut y avoir dans les autres secteurs. Donc, les équipes travaillent sur ce sujet sous un angle d'expertise, et c'était déjà énorme à ce moment-là. Et là, on a la chance d'avoir l'accord du CNAM de travailler avec nous sur ces sujets. Je vous passe tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, parce que je pense qu'en 10 minutes, je ne peux pas tout expliquer, mais je vais quand même faire quelques focus. Ce que je peux dire, c'est que notre objectif, enfin le mien, personnellement, c'était de pouvoir à la fois contribuer à faire évoluer la politique de prévention et les dispositifs de prévention de cet établissement et de santé au travail sous un angle plus collectif, de valoriser les expertises internes des professionnels de santé en encourageant des pratiques transdisciplinaires, sachant que pour nous, jusqu'à il y a peu, les médecins du travail travaillaient tout seuls, les psychologues, il y avait des organisations en silo au sein de cet établissement et aucun lieu qui permettait de croiser
les différentes pratiques, les différentes approches. Donc il y a eu au même moment que ces deux démarches une mutation de l'établissement sous l'angle de la transdisciplinarité et c'est pas encore fini et ça nous pose aussi des problèmes, si je pourrais y revenir, dans le rapport aux employeurs qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre qu'aujourd'hui un médecin pilote une équipe pluridisciplinaire qui n'a pas sa blouse et qui ne fait pas des tests automatiques et des examens mais qui commence à poser des questions sur le travail. Bon, et ils sont pas tout à fait d'accord pour certains pour payer pour ça, mais je comprends, moi-même qui l'ai vécu il y a quelques années, ça pose beaucoup plus de problèmes que d'examiner la personne et de vérifier que son médecin traitant le suit convenablement. Donc on met en place un dispositif, ça prend du temps. Ce que je peux dire, puisque vous aviez des questions sur les freins et sur les leviers, c'est que la première difficulté, ça a été le diagnostic. Alors là, je me souviens que Dominique Huillet et Anne-Marie Wesser m'avaient posé la même question à la ville de Lille et malheureusement, j'ai donné la même réponse qui est que nous n'avions pas de chiffres et nous n'étions pas en capacité d'objectiver. Donc ça montrait qu'on n'était pas pilote en fait de la question des insertions. 3 ans et demi après, ça commence à rentrer, mais ça reste encore difficile, surtout sur ces questions liées au secret médical également. Donc difficulté à conduire un diagnostic, mais en même temps absolument nécessaire. Je reprends les 40%. Pascal le dira aussi sur le cancer du sein, 50% de mémoire des personnes qui sont confrontées à un cancer du sein qui sont en activité, donc potentiellement beaucoup de personnes au sein des collectivités territoriales. Sans ces chiffres, en fait, c'est l'affaire d'autres personnes, difficile en fait de mobiliser les employeurs sur ces questions-là. Donc la nécessité d'objectiver et de développer des diagnostics fiables et puis aussi bien sûr de mettre en place des démarches collectives qui représentent l'ensemble des points de vue, des expertises. Vous avez la présentation, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous y voyez même tout en haut, où vous voyez la façon dont la démarche a été organisée avec des logiques de groupe. Je peux parler du premier groupe qui est le groupe des agents. Ça aussi, on peut en parler. Laure-Hélène en parlera plus, Laure-Hélène Ebb, cet après-midi. Mais je me souviens la première fois qu'on a travaillé sur ces questions il y a 3 ans et demi, où en fait les psychologues du travail, et c'est ce qu'on leur demandait, avaient des approches individuelles et c'était difficile pour l'établissement d'oser franchir le cap d'approche plus collective et d'inviter des agents à travailler ensemble autour de ces questions de santé. J'ai d'ailleurs, moi, à certains moments, osé des choses. On a adressé des courriers à l'ensemble des des agents en arrêt, plus de 6000 courriers, en leur disant venez travailler dans des groupes. Moi, il y a des gens qui m'ont dit mais Mathilde, t'es folle, t'as osé faire ça. Bon, en même temps, c'est ce qui nous a permis d'avancer. Ce groupe-là, il reste 3 minutes. Oui, je vois. Ce groupe-là, vous voyez tout ce qu'il a produit. Alors, c'est juste un aperçu, ce qui est présenté au-dessus, notamment des productions qui vont être accessibles d'ici la semaine prochaine, de mémoire. Un guide pour la semaine d'après, le 11 octobre, un guide à l'attention des agents en arrêt qui sera fort utile aux employeurs. Les organisations syndicales qui ont aussi beaucoup travaillé, ça je trouve que c'est très intéressant et qui aujourd'hui en fait interviennent dans les collectivités avec des élus pour
présenter aux élus sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des expérimentations là sur certains territoires, présenter ces questions autour de la désinsertion professionnelle. Le fait d'avoir un élu, un syndicaliste ensemble pour parler de tout ça, rien que ça, c'est déjà très très important. Et une commission qui a été installée, qui est une émanation du CHSCT. Beaucoup d'actions, dont notamment le carnet de liaison qui a été mis en place par les professionnels de santé et qui permet, et ça vient aussi du travail qu'on a fait avec, au travers des récits, Pascal y reviendra, d'agentes qui nous disaient mais en fait moi j'en ai marre de parcourir l'ensemble des bureaux des médecins et de faire part à chaque fois de mes problèmes. Donc ce carnet a vocation à intégrer l'ensemble des parcours de la personne et des éléments de santé si elle le souhaite. Sachant aussi que, mais on en parlera peut-être plus tard aussi, des expérimentations qui arrivent sur tout ce qui est congé longue maladie fractionné pour permettre aux personnes de reprendre leur travail, enfin de faire en sorte qu'elles puissent, lorsqu'elles le souhaitent, maintenir un lien avec le travail. Et comme il me reste 60 secondes, j'ai l'impression, je veux juste appuyer sur ce point-là. Vous voyez l'ensemble de la démarche, je pourrais répondre aux questions, mais pour moi, c'est ça le plus important, c'est en fait, au travers de ces expériences, accepter qu'il y a forcément un lien entre la santé et le travail. Et quand on est du point de vue de l'employeur, forcément, ça pose plein de problèmes parce que ça implique de reconnaître qu'on peut être responsable dans l'affaire aussi. Mais si on développe pas ça, en fait, on va droit dans une impasse. Alors j'imagine que vous êtes tous persuadés de ça puisque vous êtes ici aujourd'hui, mais c'est pas le cas de tout le monde, et vous avez peut-être que vous êtes même confrontés aux mêmes difficultés que moi de pouvoir expliquer que l'employeur a un rôle dans la santé des agents, dans la santé du travail, et qui peut contribuer à ce que ça se passe mieux, et qui peut faire en sorte qu'on puisse composer collectivement en tenant compte des besoins des personnes, pour éviter que j'entende encore des représentants d'employeurs qui me disent mais celle-là elle est en arrêt, je l'ai vue faire son footing ce matin dans le bois, et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on la contrôle. Voilà, j'arrête. Merci Mathilde, voilà qui montre la prise de conscience et le sens des responsabilités qui vous animent, et donc ici on peut se féliciter parce qu'en effet la question de faire comprendre ce lien entre le travail et la santé n'est pas encore passée dans les mœurs. Alors, je sais que Pascal aurait des choses à dire, mais dans le programme est prévue l'intervention de Noël Lannes maintenant. Alors, c'est à Noël que... Bonjour, vous m'entendez bien ? Je suis médecin du travail depuis à peu près 20 ans. Et antérieurement, j'étais généraliste et responsable pendant 15 ans des programmes d'accès aux soins en France organisés par Médecins sans frontières. Ça veut dire que j'ai très longtemps travaillé sur l'accès aux soins et que j'ai reçu en consultation des personnes étant sans travail, dont aucune ne travaillait au sens classique du terme, pouvait avoir 2 heures de ménage par mois éventuellement, au noir de préférence, sans travail, hors du circuit économique et totalement exclus du système de soins et par le système de soins. Non pas parce qu'elles étaient des ovnis ou que le seuil de la douleur chez elles, comme on l'a dit à cette époque-là, dans les années 80-90,
On disait pour les gens à la rue qu'ils avaient un seuil de douleur très élevé et que c'était pour ça qu'ils n'allaient pas consulter. Donc en fait, ils allaient consulter et nous, le système de soins, nous les mettions dehors. Donc j'ai travaillé sur ces questions et en particulier sur la loi CMU. Et j'ai écrit sur ces sujets-là, dans des ouvrages collectifs, dont un texte qui s'appelle Clinique de l'asservissement, qui regroupe ces personnes qui ne travaillaient pas et les personnes dont je me suis occupée ensuite, exclusivement dans le monde du travail, afin d'être à deux endroits dans les centaines de positions qu'un médecin peut occuper. Ça m'intéressait de faire une chose et son contraire. Et en tant que médecin du travail, j'ai travaillé essentiellement dans la fonction publique territoriale. Donc dans des mairies, dans des conseils généraux, essentiellement dans les mairies du 93. Je crois que j'ai presque travaillé que dans les mairies de Seine-Saint-Denis. Donc je voudrais vous parler là, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, de personnes qui sont contractuels ou fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, dans des mairies, qui est une situation très particulière, puisqu'il y a toujours un trio: le médecin du travail, l'administration, c'est-à-dire l'employeur, et le politique. On est trois. C'est pas du tout comme une entreprise du public, où il y a, en face à face, on va dire, le médecin du travail et l'employeur. Là, on est trois, et il faut travailler avec ça, parce que à tout moment, le pouvoir peut être le maire, un élu qui se saisit d'un territoire ou d'un service particulier, ou au contraire l'administration, la direction générale de service. Autrement dit, il y a une adaptation permanente à ces différentes formes du pouvoir et de la personne de l'employeur. Alors pour parler de qui, de quelque chose de très spécifique à la fonction publique, c'est-à-dire d'agents, de salariés qui ne sont plus au travail, qui ne sont pas chômeurs. Être chômeur, c'est un statut, c'est des droits. Il y a le Code du travail qui parle de vous, il y a des décrets, il y a des textes, c'est une identité. Ceux-là ne sont pas chômeurs, ils ne sont pas non plus au travail, à vrai dire, ils ne sont nulle part, ils ne portent pas de nom. Au mieux, on les appelle les inaptes. On n'a pas osé me le dire, mais je pense que c'est le seul terme qu'on aurait pu employer. Un terme doublement erroné. Premièrement, on n'est pas inapte, ça n'existe pas. On est inapte à un poste de travail, on ne le répétera jamais assez. Jamais de ma vie, je n'ai écrit sur un avis qu'une personne était inapte au travail. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit. Donc, cette fameuse inaptitude, elle est en rapport avec un travail précis, ça veut dire des gestes précis, ça veut dire un horaire précis, ça veut dire des conditions de travail qu'il faut connaître. Et c'est là que, effectivement, on peut être amené à dire, ça c'est plus possible, et à l'écrire. Et à l'écrire pour que la personne soit dans un cadre légal. Alors, on vient de vous dire, via la voix de Madame Izard, qu'on n'a pas de chiffres, que c'est très difficile d'en avoir. Je me rappelle d'un coup de fil d'une mairie du 93 me disant qu'ils n'avaient plus de médecins du travail depuis plusieurs années, ça c'est très banal, qu'ils aimeraient me demander de venir pour m'occuper de nos inaptes. Alors, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous appelez vos inaptes ?
Donc, ce qu'ils appellent leur inapte, c'est des gens qui voient plus depuis des années, je dis bien des années, qui ont été à un moment donné effectivement payés, comme on vient de vous le dire, sous toutes les formes possibles des dispositifs de la fonction publique, et il y en a beaucoup, hein. Donc en congé longue maladie, en congé longue durée, en mi-temps thérapeutique, tout, ils ont tout fait, tous les dispositifs, et au bout, une seule question était posée: cette personne ne peut plus occuper son poste, quel autre poste peut-elle occuper? Mystère et boule de gomme, personne ne s'est intéressé à la question, la personne est chez elle, elle touche vaguement quelques indemnités, elle est le plus souvent en précarité économique, et chez son employeur, personne ne sait plus son nom, personne ne sait plus où elle habite, quelquefois on a perdu son adresse, ou alors elle a déménagé, pour pouvoir continuer à vivre matériellement, tout simplement. Voilà, c'est ces gens-là, nos inaptes, et j'ai dit, vous pensez qu'il y a combien de dossiers à peu près? Oh là là, ils ne savent pas du tout. Alors finalement, je leur ai arraché 60, en sachant qu'ils ont 900 salariés. Hein, donc ça fait quand même ça fait un gros pourcentage, et surtout avec une ancienneté allant jusqu'à au moins 5 ans et éventuellement plus. Donc quand vous téléphonez aux gens chez eux en disant « Allô, c'est la mairie », qui ? La mairie, votre employeur. Hein. Employeur est un mot qu'on emploie très peu dans la fonction publique territoriale, ce qui est, moi je l'emploie toute la journée à dessein, hein, parce que employeur, ça veut dire devoir de l'employeur. Obligation de l'employeur, ça veut dire que on doit s'occuper des personnes dont l'état de santé ne permet plus d'exercer ses fonctions de par la loi. Un truc tout bête, hein. Pas parce qu'on est compatissant, pas parce qu'on est sympathique, parce que la loi l'exige. Et ça, je trouve que c'est pas assez connu, vous voyez. C'est-à-dire que, éventuellement, l'une des solutions pourrait être un jour de judiciariser toutes ces situations. Hein. Alors, on n'en est pas là tout de suite, là. Ces personnes, donc ces ombres, hein, en fait, ce sont simplement des agents publics qui ont des problèmes de santé, dont le plus grand nombre, en tout cas dans les mairies où j'ai travaillé, étaient liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles. Donc ça, c'est le pompon. C'est-à-dire que ce sont des personnes accidentées par leur employeur, éventuellement devenues travailleurs handicapés, éventuellement avec des lésions définitives ou des incapacités définitives. Donc là aussi, il y a des lois qui demandent à ce que l'employeur regarde de près comment il peut réparer cette situation et surtout comment il peut conserver dans l'emploi, maintenir au travail, proposer des postes. Tout ça, ce sont des obligations. Hein. La loi ne dit pas « laissez-les tranquilles chez eux avec un petit pécule ». Non. Hein. Donc, j'ai choisi de vous parler en discutant avec Gilles Amado de 2 expériences de reconversion professionnelle. L'une dans une entreprise, on va dire, parapublique, c'est-à-dire publique et privée, hein, et l'autre aussi d'ailleurs, deux projets montés dans ce contexte-là, pour ensuite vous parler de cas plus particuliers dans la fonction publique territoriale, sur une base précise, ce qu'on appelle en général la stratégie du double standard. C'est quelque chose que développe beaucoup Annie Thébaumony, sociologue de la santé et du travail, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans ses livres, où elle explique que dans les années 80, dans le contexte de l'amiante, on a utilisé cette notion de double standard, et c'était une référence aux stratégies de délocalisation des risques industriels tels que l'amiante,
dans les pays européens, notamment dans les années 90. Donc l'amiante était interdite dans les pays européens, mais toujours autorisée sur les autres continents. Ça a donné littéralement le double standard, c'est le deux poids deux mesures. C'est ce qui est mauvais pour nous et bon pour eux. Eux, c'est les pays, et donc les peuples, dont la législation est très peu protectrice de la santé. Ainsi, les multinationales européennes de l'amiante ont réussi à maintenir le marché de l'amiante au Brésil. Donc, et très longtemps après l'interdiction de cette fibre en France, cette fibre mortelle. Le Brésil continue aujourd'hui à produire de l'amiante pour l'exportation, alors que l'usage de l'amiante est formellement interdit à l'interne. C'est extraordinaire, ça, quand même. Et le double standard, ça peut être aussi ce qui se passe dans les situations de sous-traitance, où d'un seul coup, la prévention contre les risques que subissent les travailleurs échappent, alors que les travailleurs statutaires conservent une protection. Je vais vous donner un exemple pendant le Covid. Dans les bibliothèques des mairies, on a mis sur pied pendant la pandémie, la première partie de la pandémie, quelque chose qui s'appelait le click and collect. Donc les usagers qui viennent dans les bibliothèques commandent en ligne leurs livres, après ils viennent chercher leurs livres qui ont tous été préparés, ils se présentent à l'accueil, ils ne rentrent pas dans les bibliothèques et les agents des bibliothèques leur donnent des sacs de livres de la main à la main. Cette activité, elle a été très intense, donc on ne s'aperçoit pas tout de suite qu'elle entraîne une manutention effrénée, qu'il manque des aides au portage dans la bibliothèque, qu'il n'y a pas de carton de la bonne taille, qu'il n'y a pas de diable, qu'il n'y a pas de chariot, que toutes les bibliothèques ne disposent pas d'ascenseur. Et en 2021, au bout d'un an de ce régime, les premières pathologies liées à la manutention lourde et répétée dans les bibliothèques apparaissent. Bon, ça c'est pareil, c'est le double standard. Il ne faudrait pas que les usagers attrapent le Covid, c'est très très bien, c'est une excellente intention. Mais est-ce qu'il faut pour ça que les agents des bibliothèques se déboîtent l'épaule ? Est-ce que c'est à n'importe quel prix qu'on peut maintenir une activité identique des bibliothèques ? Est-ce qu'il est nécessaire de fixer le nombre de livres qu'il est autorisé de prendre à 15 par personne, comme en Seine-Saint-Denis, ce qui peut faire 40 pour une famille, avec les bandes dessinées ? Est-ce que tout ça doit vraiment être maintenu tel quel, voire même aggravé, en aggravant les conditions de travail? La question aurait pu se poser, elle s'est posée un peu tard. Alors, je vous parle de mes 2 projets de réinsertion professionnelle pour raisons de santé, menés dans ce qu'en effet on peut appeler la Rolls, c'est-à-dire une entreprise ayant beaucoup d'argent. Ce qui a des aspects très intéressants à partir du moment où on arrive à se faire entendre et à monter un projet. Donc, c'est un employeur chez lequel j'avais pu obtenir des reconversions professionnelles, comme partout, individuelles, au cas par cas, en suppliant, en allant dans les couloirs, en allant voir des chefs de service pour dire « je vous en prie, Madame Machin, elle est vraiment exceptionnelle, elle est parfaitement capable d'occuper là, le poste que vous avez en stand-by. Elle a une très très bonne qualification dans son métier, mais elle ne peut absolument plus l'exercer. Elle a 35 ans, c'est une maladie professionnelle. Est-ce que vous pouvez au moins la prendre à l'essai ? Bon bref, cette espèce de récitatif suppliant adressé au cas par cas à chaque chef de service dans l'entreprise, ou même à la direction générale, ou évidemment à la DRH pour commencer. Donc, j'ai pu faire autre chose que ça, c'est-à-dire proposer pendant 18 mois à 15 agents qui s'avéraient être toutes des femmes, une formation qualifiante de 18 mois au métier d'agent administratif et d'accueil, formation
entièrement prises en charge par l'employeur. Je dis bien entièrement, c'est-à-dire la formation elle-même, les transports, les repas, les salaires à plein salaire. Qu'est-ce qu'elles avaient en commun, ces femmes ? Elles étaient toutes atteintes, elles avaient toutes des lésions, je dis bien des lésions, pas des troubles musculo-squelettiques. Les gens dont je m'occupe n'ont pas de troubles, ils ont des lésions objectivables sur des radios, ils ne peuvent plus soulever l'épaule ou le bras au-delà d'un certain nombre de degrés. Donc il s'agit ni de troubles et ni de muscles. D'ailleurs, j'ai rarement entendu un terme qui parle aussi peu, et on peut se demander pourquoi, de la réalité de ce qui se passe dans le corps des gens. C'est pas les muscles qui sont atteints, c'est les tendons. Quant à squelettique, on se demande ce que ça vient faire là-dedans. TMS est un terme qu'adore le patronat. D'ailleurs, il est né chez les rédacteurs du patronat. Et c'est très étonnant, tout ça pour pas dire maladie et lésion, quoi. Bon, et c'est des maladies parfaitement identifiées. Donc toutes ces femmes, 3 aides-soignantes, une femme de ménage en maison de retraite, 2 agents de restauration, 2 cuisinières, un chef de restaurant, tous ces agents-là se sont vus proposer cette formation. Qui effectuait cette formation ? Un organisme que je connaissais à Montreuil, spécialisé dans la mise dans l'emploi de travailleurs handicapés. Donc pour eux, c'était une première, parce qu'ils avaient en face d'eux, d'habitude, des gens n'ayant jamais travaillé, pour les aider à entrer dans le monde du travail. Et là, ils se retrouvaient avec 12 femmes entre 39 et 55 ans, en gros, travaillant depuis 20-30 ans et plus dans la même entreprise, éventuellement. Donc, ayant au contraire une énorme expérience professionnelle, des tout petits salaires et des conditions de travail difficiles, parce que agent de restauration et être soignante en maison de retraite, c'est difficile. Oui. Faut que je m'arrête ? Bon. Je finis celui-là. D'accord. Le pilote, c'était moi, et j'avais un copilote qui était la responsable de la formation, avec qui je discutais très très souvent de ces situations, de ces listes interminables de personnes ne pouvant plus exercer leur métier, sauf si on accepte, si on entérine, sur le fait qu'elles continuent d'aggraver leur état de santé. Après tout, ça se fait beaucoup, Donc, dans le public comme dans le privé. Donc, il y a une position et une résistance à avoir sur cette question qui, je dirais, monte avec les années, qui a été extrêmement aggravée par le Covid. Parce qu'attendez, vous êtes vulnérable au Covid et en plus, vous avez une maladie professionnelle. Non, mais vous rigolez. Attendez, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Bon, ça a donné en tout cas dans les mairies où j'ai travaillé, un caractère insupportable aux problèmes de santé. C'est-à-dire, c'est venu comme une goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc, ces femmes... oui. Je pense que on va avoir un débat après. Oui. Donc, il faut vous voulez pas que je finisse pour le débat. Bon, d'accord, je le compresse entièrement. Excusez-moi. Je vous le jure. Voilà. Alors, non, parce que là, c'est déjà compressé. Je vais être obligé de passer la parole parce qu'on va s'arrêter de dire. D'accord. Ne m'envoyez pas trop. Non, je m'arrête. Vous m'agresserez à la pause, mais je vais être obligé. D'accord, entendu. Merci, Madame Lannes. Donc, voilà. Merci de votre tolérance. Donc, je vais passer... Excusez-moi, donc je passe la parole à Pascal Levet tout de suite. Pascal. Bonjour, merci beaucoup. J'enchaîne. Merci beaucoup à
à tous et toutes pour ce moment d'échange. Alors, un petit quart d'heure, n'est-ce pas, pour 10 minutes. Je mets le... On ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Merci beaucoup. J'ai envie de commencer depuis hier en écoutant les uns et les autres, en disant que les projets qu'on monte, a fortiori quand ils plongent dans le monde de l'entreprise, très très loin des connaissances théoriques qu'on partage, ne serait pas possible s'il n'y avait pas tout ce patrimoine de connaissances théoriques. Et sur les sujets sur lesquels nous, on a travaillé, évidemment que tout ce qu'on fait, Anne-Marie Vazer et Dominique Lullier, depuis des années et des années, a infiniment compté pour nous aider à cheminer, nous aider à mettre en forme ce que nous-mêmes confrontions entre ce qui était écrit, ce que les travaux qu'elle porte, ce dont il rendait compte, et ce qu'on pouvait observer aussi dans les situations dans lesquelles on était plongé, dans des fonctions diverses et variées. Donc le projet leur doit beaucoup, et doit beaucoup à tous ceux et celles qui bossent sur ces sujets-là. Après, il doit bien sûr à ses partenaires institutionnels que vous voyez sur cette première slide. Notre projet s'appelle Travail et cancer du sein dans les entreprises et les organisations et les collectivités. Et en fait, c'est un projet d'innovation ouverte. Je vais développer sur deux choses. Rapidement sur la méthodo, parce qu'effectivement, il me semble qu'elle peut avoir de l'intérêt. Et puis sur deux points sur lesquels on a des résultats à partager. C'est un projet d'innovation ouverte sur une question qui nous semblait être une question très importante, qui est comment on peut élargir les voies du maintien en emploi. Et autour de cet élargissement des voies du maintien en emploi, la question du cancer du sein nous semblait très intéressante parce que, en fait, encore une fois, on n'a pas fait un projet sur le cancer du sein, on a fait bien un projet sur le maintien en emploi, mais en s'interrogeant sur le fait de dire finalement... cette loupe est intéressante, c'est je crois ma diapositive suivante, parce que ces situations concernent une femme sur 8 ou 9, une femme sur 8 ou 9 dont la moitié sont en âge de travailler, donc on a une quantité d'informations qu'on n'a pas pour plein d'autres situations, maladies, etc. Et puis que l'arrêt est long, l'arrêt moyen est long, c'est entre 9 et 12 mois en France, donc on sait que tout ça emmène un cortège de problèmes, et puis les traitements provoquent des effets secondaires, ce qui fait qu'au moment où on est censé reprendre, même si on est dit guéri, la vie c'est pas comme avant qu'elle se reprend, c'est comme après. Et donc ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes si on veut élargir les voies du maintien en emploi. Donc c'était bien ça l'idée du projet. Et l'idée du projet, comme toujours sur des questions comme celle-là, on l'a bien vu même dans les premiers exposés, et puis hier, on est sur des sujets sur lesquels les protagonistes ne sont pas d'accord entre eux, pas tous en tout cas d'accord entre eux, sur ce qui cause le problème, sur à qui il faudrait dire de faire quoi, à qui, enfin bon, etc. Donc on est sur des problèmes que les anglo-saxons appellent des wicked problems, avec un accent, voilà, et les Canadiens des problèmes vicieux. C'est plus clair. Et en fait, la recommandation, effectivement, méthodologique dans ces cas-là, c'est de ne pas travailler comme d'habitude sur une conduite de projet linéaire, c'est d'essayer de travailler donc selon ces méthodes d'innovation ouverte. Nous, on s'est référé au modèle des Living Labs. Il y a plein de modèles qui existent aujourd'hui, évidemment. Mais l'idée importante sur laquelle j'aimerais souligner ici, c'est en fait qu'on va travailler avec, et non pas pour, avec les personnes concernées par le problème dans le cours de leur vie réelle. Donc on travaille évidemment avec des personnes concernées qui travaillent avec ou après un cancer du sein, on travaille avec les managers qui sont confrontés à ces situations, on travaille avec les médecins du travail qui sont embarqués dans ces situations, et s'il n'y a pas de médecin du travail dans l'entreprise dans laquelle on travaille parce qu'il est trop loin, il est trop ceci, il est trop cela, on travaille sans, on est avec des élus du personnel ou pas, enfin bref, on travaille avec ceux qui, pour de vrai, sont engagés dans la situation et qui sont mobilisés dans le cours de leur vie réelle. Ce n'est pas des points de collecte d'informations, ce n'est pas des gens à qui on va poser des questions, qu'on connaîtrait déjà, c'est des gens avec qui on va dialoguer sur la manière dont ils s'y prennent, puisque les travaux théoriques ont bien montré que les gens ne sont pas des gens exposés passivement aux situations dans lesquelles ils sont partie prenante de ces situations, donc comment ils s'y prennent pour, eux, se maintenir en emploi. C'est une approche qui prototype, vous allez voir, donc on essaye de prototyper des outils, des démarches, des méthodos pour les tester avec ceux avec qui on les a prototypés, plus d'autres qui viennent les discuter, produire de la controverse dessus évidemment, et on essaye de progresser comme ça.
je vous montre rapidement l'écosystème dans lequel le projet évolue et s'achève bientôt. Donc vous voyez, il y a des entreprises, il y a des collectivités territoriales dans la parenthèse à droite qui nous ont rejoints après. Il y a des partenaires universitaires, bien sûr nos partenaires institutionnels, les organisations syndicales. Et peut-être que ce qui est très important, c'est que dans les entreprises, on va peut-être passer sur la slide suivante pour vous montrer comment on a travaillé. Donc on est sur un dispositif, dans ces dispositifs d'innovation ouverte, où en fait, d'année en année, on fait des itérations, où on élargit le cercle, vous voyez, mais on refait tout le temps la même chose. On réexpérimente, on rediscute de ce qu'on a trouvé, et on réessaye avec quelque chose qu'on a pu améliorer collectivement les uns avec les autres. Quelque chose qui est vraiment important, dans le parti pris qu'on avait au démarrage, c'était de démarrer, vous l'avez vu en 2019 dans la slide précédente, avec des entreprises dont on connaît un peu moins les noms, ils sont moins grand public, des entreprises qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Et pour nous, c'était très important de démarrer dans ces entreprises-là, parce que les travaux scientifiques montrent que ces entreprises, en fait, ne fonctionnent pas comme les autres. Elles ne sont pas organisées comme les autres. Vous savez, on dit toujours en France, on n'en a pas assez, il y en a beaucoup plus en Allemagne, etc. Il faudrait les faire croître, il faudrait être ceci, cela. Mais en fait, ces entreprises, elles sont de taille intermédiaire parce qu'elles visent souvent des marchés de niche, donc elles sont sur des savoir-faire avec des métiers à haute valeur ajoutée, elles génèrent de la valeur ajoutée, elles ne gèrent pas leurs ressources humaines, pas parce qu'elles sont plus gentilles que les autres, c'est juste qu'elles n'ont pas le même modèle de performance, elles ne gèrent pas leurs ressources humaines avec des process qu'il faudrait appliquer, et elles ne gèrent pas non plus leurs effectifs, l'emploi, à l'ETP, à l'équivalent temps plein. Donc en fait, elles sont dans d'autres modèles de gestion, dans d'autres façons de concevoir ce qu'est un lien d'entreprise, pour reprendre un mot aussi d'un chercheur, Christian Bessy, qui a beaucoup travaillé sur la question de la contractualisation de la relation d'emploi. Bon, donc dans ces entreprises de taille intermédiaire, qu'est-ce qu'on a fait ? On est rentré en immersion, on passait 15 jours à chaque fois, à 3, en disant en fait s'il y a des gens qui ont l'impression que leur expérience pourrait servir à d'autres, si on voulait faire changer les choses, pas écrire un guide, changer les choses, changer la loi, changer les pratiques, changer les, etc., qu'ils viennent témoigner de eux, comment ils s'y sont pris, comment ils ont l'impression que eux, l'expérience, les savoirs d'expérience qu'ils ont accumulés, du travail avec ou après un cancer, leur permet d'imaginer qu'un autre monde du maintien est possible. Donc on a fait ça la première année. Sur la base de ces expérimentations, ensuite, on est allé imaginer un programme d'expérimentation qu'on a déployé dans d'autres entreprises. Donc je vous fais grâce de tout un tas de choses et on va arriver sur cette slide-là qui me semble pouvoir, c'est la 11, j'avais fait une banque de slides, qui me semble pouvoir raconter. On avait des expérimentations, une dizaine d'expérimentations, et en fait, évidemment, il y en a qui ont marché, d'autres absolument pas. Il y en a qui ont produit des résultats, d'autres qui ont fait plouf. Voilà. À la fin, effectivement, on se retrouve avec deux séries de résultats assez intéressants qui intègrent pour partie des expérimentations. J'en dis un tout petit mot, on est parti sur des choses très très concrètes. Organiser un droit à la connexion, par exemple, Mathilde Icard l'évoquait, et puis le docteur Lannes, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que parce qu'on est malade, on ne peut plus parler? Mais alors avec qui on parle? Est-ce qu'on parle avec son patron? Pas toujours. Est-ce qu'on parle avec les RH? Quelquefois on ne les connaît pas. Enfin bref, est-ce que par exemple une personne de confiance qu'on pourrait désigner avant son départ en maladie, qui pourrait être soumise à un certain nombre, enfin en tout cas rentrer dans quelque chose de l'ordre de la confidentialité. On peut parler de comment va Madame Machin, mais on ne raconte pas sa maladie, on ne raconte pas ce qui est intime, ça ne regarde personne dans l'organisation. Bref, vous voyez des choses comme ça qu'on a expérimentées dans des environnements réels avec les gens concernés. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment ça pourrait se passer? Le point 2, par exemple, peut apparaître un peu défrisant. Ça s'appelle explorer les conditions de travail pendant l'arrêt. Il y a des tas de gens qui bossent alors qu'ils sont en arrêt. Donc, comment on pourrait imaginer une alternative à l'arrêt à temps plein? Il y a des tas de gens pour qui il n'y a pas d'autre solution que d'être en arrêt, évidemment. Mais entre des soins, entre des trucs... une dame nous avait dit, voilà, moi, plutôt que jouer à Candy Crush sur mon canapé, j'aimerais bien qu'on s'intéresse... Enfin, je ne suis pas complètement décérébrée. Il y a des trucs sur lesquels je pourrais encore être utile, dire des choses. Ça ferait un grand pont au-dessus de ce précipice qu'est ma maladie, que sont ce traitement, etc. Donc, encore une fois, l'idée que, effectivement, le travail de santé
encore une notion intéressante, puisse intégrer aussi une activité de travail. Évidemment pas la reprise de son poste, hein, mais une activité de travail. Je ne détaille pas tout cela, j'atterris sur les 2 points. J'atterris sur les deux éléments sur lesquels, effectivement, on a produit du résultat. Premier élément sur lequel on produit du résultat, c'est qu'en fait, beaucoup de situations existent dans les organisations où tout le monde se dépatouille plus ou moins. Le docteur Lannes l'évoquait, peut se dépatouiller. Quelquefois, c'est porté par le médecin du travail. D'autres fois, évidemment, c'est porté beaucoup dans une relation de qualité entre le manager et la personne. Ça peut être porté avec un service RH qui... Bref, il y a des tas de situations. Mais elles sont toutes très discrétionnaires, ces situations dans lesquelles, en fait, on peut fabriquer des conditions élargies d'un maintien autour d'accommodements de travail très flexibles, autour d'une initiative concertée sur ce qu'on va pouvoir faire dans une partie du poste, en dehors du poste, etc. Il faut sécuriser cela. Ça ne peut pas être juste subordonné au fait qu'il y a un médecin sympa qui se bouge ou qu'il y a un manager et une collaboratrice, en l'occurrence là, qui s'entendent bien et qui sont capables de faire des trucs, y compris en douce, en se disant, bon, on ne dit rien à personne et c'est comme ça qu'on fait. Il faut pouvoir sécuriser cela. Donc c'est sécuriser de la flexibilité, c'est sécuriser de l'initiative concertée, et une initiative concertée dans laquelle on est bien dans les questions de faisabilité. Et puis le deuxième point sur lequel on atterrit et qui est très important, nous semble-t-il, c'est de même que dans la santé publique, et tous ceux qui bossent sur les questions de handicap, sur les questions de maladies chroniques le savent, dans la santé publique, les savoirs du patient, l'expertise patient, le patient partenaire, c'est une voie d'innovation très importante. Pourquoi dans les entreprises et les organisations, le travailleur, les savoirs d'expérience du travail avec ou après la maladie ne serait pas un élément ressource pour pouvoir traiter de ces situations? Je veux dire, les gens, quand on les aide à évidemment faire émerger et mobiliser ces savoirs d'expérience, ils peuvent eux-mêmes être les maîtres d'ouvrage. Alors ils sont aidés par le management, aidés par le médecin du travail, aidés par etc. Mais ils peuvent eux-mêmes transformer, faire bouger, utiliser les marges de manœuvre qu'ils ne soupçonnaient pas avant d'avoir révélé cela, pour pouvoir trouver un train d'activité dans lesquels ils puissent continuer de faire un travail de santé. J'ai fini. Bien, merci beaucoup Pascal Levet. Ça marche. Tu veux pas me mettre ta montre là, s'il te plaît? Quoi? Ta montre. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous parler d'un projet que nous menons depuis 3-4 ans sur la question de la santé des indépendants, libéraux, artisans, commerçants, dirigeants. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vrai que tout ce qu'on a entendu depuis hier, notamment sur les travailleurs sans emploi, vous allez voir quand même que quand on parle de santé de dirigeants de très petites entreprises, c'est-à-dire de dirigeants d'entreprises de moins de 5 salariés, d'indépendants, libéraux, etc., eh bien on va se retrouver avec peut-être les mêmes difficultés, notamment, comme disait Dominique hier, des questions de régulation à mettre en place qui sont à peu près identiques. Alors juste au préalable, avant de démarrer, ça fait effectivement quelques années que je travaille sur les maladies chroniques. On a travaillé pendant, je dirais, longtemps, et on continue à travailler avec l'ANACT sur ces questions-là. Et ce qui nous a intéressés, nous ne sommes pas des médecins, donc ce qui nous a intéressés, c'est l'impact que pouvaient avoir les personnes travaillant avec des maladies chroniques dans le travail, c'est-à-dire quel impact il pouvait y avoir dans l'organisation. Je parlerai aussi beaucoup, peut-être un peu différemment de ce qui s'est dit jusqu'à présent, c'est-à-dire on ne parle pas, dans ces projets-là, on ne parle pas de travailleurs handicapés, on va parler de travailleurs en situation de handicap, puisque ça va être le travail qui va générer une difficulté pour le travailleur, avec ou sa maladie ou autre, puisqu'on va parler plutôt des maladies chroniques. Donc pendant 15 ans, on a travaillé sur les salariés, et puis à chaque fois qu'on présentait ce travail-là, et notamment les impacts, puisqu'on a démontré que quelle que soit la pathologie, les impacts dans le travail vont être similaires, et notamment la question de la fatigue,
de la concentration, la prise de traitement. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours les mêmes impacts dans le travail à gérer dans l'organisation, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va travailler sur l'organisation. Et donc, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui levait la main et disait « Moi, je suis artisan plombier, personne ne s'occupe de moi. Voilà. Moi, je suis infirmière libérale, personne ne s'occupe de moi. » Et c'est un peu la raison pour laquelle on s'est dit « Mais c'est vrai que, finalement, qui s'occupe de ces gens-là ?» On a commencé à faire des investigations et on regarde, alors en Nouvelle-Aquitaine, ça représente à peu près 93% au niveau de l'économie. Et on s'est dit, mais c'est vrai que ça serait peut-être un peu intéressant d'aller voir ce qui se passe sur cette cible-là, voir s'il y a des similitudes avec les salariés ou pas, et voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce projet. Voilà un peu la genèse de ce projet, je vais rapidement. Le deuxième élément, mais ça vous devez le savoir, 20% de la population française est atteinte d'une maladie chronique et 15% de la population active. Ce qui veut dire que 1 sur 6 salariés et du coup 1 sur 6 indépendants. Alors vous allez m'excuser, mais soit je dis indépendants, soit je dis dirigeants de très petites entreprises, soit je dis libéraux, artisans, commerçants. On n'a toujours pas trouvé un mot générique, même si on essaie de le trouver. On n'a pas réussi. Donc, on s'est dit, quand même, ça représente une partie de la population qui travaille, non négligeable, et finalement, qui s'occupe de la santé. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé quand même. Je parle sous contrôle des personnes qui ont travaillé sur la loi santé au travail, puisque les indépendants deviennent un élément et une cible importante dans la loi santé au travail. Et puis je parle sous contrôle de la GFIP aussi, je crois que c'est devenu une cible importante aussi pour la GFIP. Ce projet il a été aussi, comme beaucoup de projets depuis hier matin, financé par la GFIP et la DRITS. Mais voilà, bon, j'y vais donc pour commencer ce projet, on s'est dit, allons voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme élément. Alors à l'époque, il y avait le RSI encore qui existait. Et là, on a commencé, la première des nouvelles qu'on a eues, ça a été l'annonce que quand l'indépendant, dirigeant, artisan était malade, finalement, il y en a un tiers qui fermait la boîte. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à aller chercher quand même, parce qu'un tiers de personnes en cessation d'activité, ça commence à faire beaucoup. Et l'INCa a fait des études par la suite, et je crois, alors ça je parle sous contrôle de Pascal, mais je crois que c'était 2 ans après l'ouverture de l'indépendant qui a le cancer, ferme son entreprise. Donc on avait vraiment un enjeu économique et puis un enjeu santé, à voir de quelle manière on pouvait se débrouiller. Donc on a lancé une enquête, alors en Nouvelle-Aquitaine, une grosse enquête. Et la surprise, c'est qu'on a eu 2600 de réponses, ce qui était quand même important pour une enquête régionale. Et où on a été essayé. Alors je vous ai mis les coordonnées, on ne va pas passer, je n'ai pas le temps en 10 minutes de vous passer bien sûr toutes les slides de l'enquête, mais c'était essentiel de voir finalement quels impacts dans le travail et comment ces indépendants mettaient en place des modes de régulation et qu'est-ce qu'ils avaient envie, quoi, en gros. C'était un peu ça l'objectif de cette enquête. Donc ça nous a quand même bien servi. Alors je vais vous donner quand même quelques constats. 43% des répondants ont eu un problème de santé dans leur travail, mais par contre, simplement, on n'en a que 30% qui ont anticipé, c'est-à-dire qu'ont anticipé le fait qu'ils pourraient avoir un problème de santé. Alors ce que je dis, c'est pas tout à fait gratuit, parce qu'il faut savoir que souvent c'est des gens qui, pour des questions financières, souvent, vont pas prendre de prévoyance, par exemple, parce que ça coûte cher, etc. Donc du coup, quand ils se retrouvent malades, eh bien, quid de la maladie et des conséquences après sur l'entreprise. De la même manière, je crois que c'était hier en fin d'après-midi, les personnes, il faut savoir que les personnes, comme les salariés, ont envie de bien travailler et envie de travailler. C'est-à-dire que même avec une maladie, alors l'enjeu est un peu différent pour les indépendants, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument travailler avec leur maladie parce qu'ils veulent aussi continuer l'activité de leur entreprise. Mais on retrouve ces similitudes chez les salariés dans les études que l'on a faites sur les salariés, où une partie des salariés souhaitent continuer à travailler, alors pour diverses raisons, la première étant parce que le travail c'est la santé, donc quand on travaille, on n'est pas malade,
La deuxième étant aussi parce qu'on a peur de perdre son emploi quand on est sur des activités, sur un statut intérimaire ou autre. Donc on a les mêmes similitudes entre les indépendants et les salariés. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance des acteurs qui potentiellement pourraient, de près ou de loin, les accompagner. Alors, le premier acteur sur lequel ils s'épanchent, entre guillemets, ou le premier et le deuxième, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin spécialiste, qui lui, potentiellement, enfin, je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes dans la salle, mais connaît pas forcément le monde du travail, ni les acteurs qui gravitent autour, et pour aller orienter potentiellement un indépendant ou un artisan vers des bonnes mesures. Donc ça a été confronté dans l'enquête, mais aussi par des entretiens, et puis on a aussi travaillé avec l'UDP, qui aujourd'hui, et je pense qu'il y a un gros travail qui est fait avec l'ANACT aussi sur une autre région, la région PACA, pour travailler un peu sur comment mettre en visibilité les acteurs et les moyens qui pourraient être actionnés pour un indépendant. Et puis, donc la dernière chose, c'est les modes de régulation. Ça, c'était un peu une surprise dans l'enquête. Effectivement, 50% répondent qu'ils ont envie d'aide financière. Bon, ça, on comprend. Mais quand même, 50% répondent qu'ils veulent qu'on les aide à diminuer leur chiffre d'affaires, continuer à travailler, mettre des retards d'organisation dans les délais. Ils veulent un accompagnement organisationnel pour leur permettre de continuer à travailler. Donc ça, c'était la première phase. Je vous invite à regarder l'enquête en ligne. La deuxième, alors attendez, je ne sais plus où j'en suis. La deuxième chose, c'était donc identifier les modes de régulation, ça on l'a vu, et construire un plan d'action. Donc l'hypothèse qu'on a eue, on est allé voir les services de remplacement qui existent actuellement. Alors il existe des services de remplacement pour certaines professions comme les médecins, les infirmières, pour les agriculteurs. Et à chaque fois, quand on questionnait les personnes qui avaient utilisé ces systèmes, ils nous disaient « Oh bah ouais, mais bon, on voyait un agriculteur, mais il ne sait pas planter ma salade, quoi. Enfin, c'est incroyable, il ne sait rien faire. » Voilà. Et puis, médecin, on entendait « Ouais, mais moi, je ne prends pas trop ce service parce que s'il est meilleur que moi, il risque de piquer ma clientèle quand même. Hein. » Voilà. Donc, on est dans un système où finalement, il y a des choses qui ont été mises en place, mais l'utilisation est quand même moindre parce que les gens trouvent que ça ne correspond pas avec leurs attentes. On travaille actuellement avec les dentistes, alors eux, c'est pire, ils n'ont pas de dentiste. Alors, ils ont un service de remplacement, mais il n'y a personne à mettre dedans. Quoi. Donc là, c'est encore plus compliqué. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Donc on s'est dit, mais peut-être... Je prends notre planche, c'est là où on en est, là. Notre planche, s'il vous plaît. Peut-être qu'il faudrait penser activité plutôt que métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va penser situation. Alors, j'ai employé des mots si ça ne va pas, situation de travail, plutôt que des métiers. C'est-à-dire qu'on va avec des groupes métiers, avec des groupes de personnes. On a fait les boulangers, on a fait les infirmiers, on a fait les infirmières, pardon. Parce que je dis infirmière parce que c'était des femmes, mais c'est infirmier aussi. On a fait les boulangers, on a fait les dentistes, on a fait des artisans tout confondus. Et on s'est dit, voyons, si on leur fait lister l'ensemble des situations qu'ils rencontrent de façon exhaustive, avec eux, voyons qu'est-ce qu'ils délégueraient à une personne. Et du coup, alors ça c'est un peu l'hypothèse qu'on avait au départ et qu'on est en train de vérifier et qui se vérifie, c'est qu'à chaque fois, finalement, on retombe sur des métiers qui sont plutôt des métiers, la facturation, l'administration, la gestion de la boîte, les livraisons, etc. Donc on s'est dit, mais pourquoi faire agriculteur à agriculteur? Pourquoi ne pas penser différemment et se dire, on va penser activité, on va chercher des fonctions, par exemple un assistant de facturation, qu'on pourrait mettre à disposition d'un agriculteur qui est malade pour pouvoir alléger sa charge de travail, de façon à lui permettre d'avoir sa maladie, de se soigner et de continuer son activité professionnelle.
Voilà où on en est aujourd'hui. Enfin, je suis un peu caricaturale, hein, mais ces référentiels métiers, c'est très intéressant. Donc, on les fait avec eux, bien sûr. Et après, bien évidemment, on met en place une conduite de projet où on a des gens qui vont pouvoir mettre en place des choses. Par exemple, les infirmières, on a mis l'URPS avec l'ARS, la GFIP, qui vont à un moment donné pouvoir prendre des décisions politiques, je dirais, enfin politiques au sens noble du terme, pour pouvoir mettre soit dans une région, soit dans une proximité, eh bien des systèmes où finalement les personnes seront aidées sur des situations qui leur seront nécessaires et pour eux délégables. Voilà. Je pense que j'ai fini. Ça va ? Merci beaucoup. Oui.